Commençons tout d'abord par rappeler que la justice sociale regroupe tout un ensemble de principes permettant de définir une société comme étant une société juste. La justice sociale suppose tout un ensemble de définitions, de conceptions qui s'opposent et qui reposent sur différentes dimensions de l'égalité. En effet, les différents auteurs insistent plus ou moins sur telle ou telle dimension de l'égalité, sur tel ou tel idéal égalitaire qu'il faut donc bien distinguer. Commençons tout d'abord par l'égalité des droits. L'égalité des droits suppose que dans une société, chaque individu, chaque citoyen a les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun. C'est ainsi cette envie d'instaurer une égalité des droits dans la société française face à une société d'ordre que le peuple français s'est révolté lors de la Révolution française et que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait figurer cette fameuse phrase « Les individus naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Deuxième dimension de l'égalité fondamentale, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances suppose que dans une société, tous les individus ont la même capacité, ont la même faculté à obtenir toutes les positions sociales au sein de cette société, c'est-à-dire l'appartenance à une classe populaire, à une classe moyenne ou encore à une classe favorisée, voire bourgeoise. En d'autres termes, les individus ne sont pas handicapés par leur appartenance sociale d'origine, par leur appartenance ethnique, par leur confession ou encore par leur genre. Cette conception de l'égalité indique que les inégalités peuvent bel et bien être justes si elles sont le fruit d'une compétition équitable dans laquelle tout un chacun a les mêmes chances que les autres. Par conséquent, on doit également indiquer que le critère fondamental qui, dans cette société, doit permettre d'obtenir telle ou telle position sociale est le mérite. On parle ainsi de méritocratie pour caractériser ces sociétés dans lesquelles le fait de devenir, par exemple, ouvrier ou le fait de devenir ingénieur doit reposer sur le mérite et non pas sur l'origine, par exemple, sociale. Cette dimension de l'égalité passe par une lutte contre les discriminations qui très souvent vont handicaper certaines personnes pour obtenir une position sociale, et elle peut également passer par des politiques dites de discrimination positive. Ces politiques visent à accorder des avantages à certaines parties de la population, comme par exemple des personnes issues des quartiers populaires, pour qu'elles puissent jouer à armes égales au sein de la compétition sociale et qu'elles aient les mêmes chances que tout le monde d'obtenir des postes dans, par exemple, des grandes entreprises ou dans la fonction publique. Cela peut passer, par exemple, par le fait de réserver des places au sein de grandes écoles, par exemple de commerce ou d'instituts d'études politiques. Enfin, troisième et dernière dimension de l'égalité, il s'agit de l'égalité des situations, dite encore l'égalité réelle. Cette dimension de l'égalité suppose que dans une société, tous les individus ont des conditions de vie, des conditions socio-économiques similaires, voire identiques. Cela passe par conséquent par la lutte face à un certain nombre d'inégalités, comme les inégalités de revenus, via la mise en place de l'impôt et la redistribution. Cela passe également par des politiques très actives en matière de santé ou encore d'éducation. Cette dimension de l'égalité vise à remettre en cause l'idée de la méritocratie telle qu'indiquée dans la dimension précédente. En effet, cette dimension de l'égalité nous indique qu'on ne peut jamais savoir si le fait qu'un individu obtienne telle ou telle place dans la société est seulement une question de mérite. Eh bien oui, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple un talent inné, comme par exemple un talent transmis par les parents, via par exemple le capital culturel sur lequel insiste Pierre
pour Dieu, cette faculté à s'exprimer, à écrire, transmise par les parents et qui est distribuée inégalement au sein de la société, entre les classes populaires et les classes bourgeoises. Ces différentes dimensions de l'égalité sont très importantes parce qu'elles vont déterminer les visions de différents auteurs à propos de la justice sociale. Commençons tout d'abord par l'école de pensée de l'utilitarisme. Cette école de pensée, menée par exemple par Jeremy Bentham ou encore John Stuart Mill, nous indique qu'une société est juste si elle maximise le bonheur, le bien-être qui règne au sein de celle-ci. Ce bonheur, ce bien-être, eh bien, il est mesuré en additionnant le bien-être de chaque membre de la société. Le bien-être ou encore l'utilité des membres de la société, d'où l'idée, d'où l'école de pensée de l'utilitarisme. Ainsi, une société peut tout à fait être juste, mais passer par de nombreuses inégalités. En effet, on peut avoir une augmentation du bien-être général, du bien-être global de la société, du bien-être agrégé, seulement obtenu grâce à une augmentation du bien-être, de l'utilité des membres les plus riches de cette société. Par exemple, grâce à une hausse des revenus ou à une baisse de l'imposition. Dans le même temps, les individus les plus pauvres n'ont pas d'augmentation de leur utilité, mais d'un point de vue agrégé, on a plus d'utilité. On a une société qui maximise le bien-être. Deuxième école de pensée très importante, c'est l'école de pensée dite de l'égalitarisme strict, menée par exemple par Karl Marx. Cette école de pensée valorise fondamentalement l'égalité réelle, l'égalité des conditions, ce qui peut passer par le fait de diminuer les libertés individuelles, notamment passer par une logique de redistribution, d'imposition très forte, et ce afin que chaque individu ait les mêmes conditions de vie d'un point de vue socio-économique, par exemple d'un point de vue salarial. On pense ici à la fin de l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie décrite par Karl Marx. Enfin, troisième école de pensée fondamentale, c'est celle de l'égalitarisme dit libéral. Cet égalitarisme libéral, lui, va plutôt mettre la priorité sur la liberté et non pas sur l'égalité. Cet égalitarisme libéral valorise l'égalité des chances, thème qu'on l'a décrite précédemment. En d'autres termes, cette école de pensée nous indique que dans une société, chacun doit avoir les mêmes droits, la même possibilité d'obtenir toutes les positions sociales qui existent au sein de cette société. Chacun doit avoir la même possibilité, la même probabilité, la même chance de devenir riche que de devenir pauvre, et ce, sans être handicapé par son origine sociale, ethnique, par son genre, etc. Par conséquent, un auteur, John Rawls, nous indique que dans une société, les inégalités peuvent bel et bien être justes d'un point de vue socio-économique si toutes les positions sociales sont librement accessibles par les individus à leur naissance. Première condition. Et deuxième condition, ces inégalités permettent également d'améliorer le sort des plus désavantagés, des individus populaires. Terminons par l'école de pensée du libertarisme, menée cette fois par Robert Nozick ou encore Friedrich Hayek. Cette école de pensée, elle aussi, valorise fondamentalement la liberté étant à la privilégier par rapport à l'égalité. De la même façon, cette école de pensée valorise, sacralise l'égalité des droits. Par conséquent, elle nous indique plus précisément que dans une société, les inégalités peuvent tout à fait être légitimes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles reflètent les décisions individuelles de ses membres, parce qu'elles reflètent les efforts de ses membres, et parce qu'elles reflètent également des talents de ses membres. Des auteurs comme Friedrich Hayek insistent également sur le danger que représente l'État. Ils expliquent que l'État est un danger pour la liberté individuelle, notamment lorsqu'il met en place une logique de redistribution, d'imposition,
que l'État nuit également à la propriété privée et plus généralement que l'État nuit au marché. Ces auteurs indiquent néanmoins que le marché est l'institution qui est la mieux à même de maximiser le bien-être, d'harmoniser le bien-être au sein d'une société, et ce, de manière beaucoup plus efficace que l'État.